300 €, c'est la somme que j'ai dépensée dans des chaussures de randonnée que je n'utiliserai plus jamais avant de comprendre vraiment comment ça fonctionne. 2 paires différentes mais de multiples erreurs différentes. Et à chaque fois le même résultat. Des ampoules aux pieds, des pieds en sang, de la douleur et des paires de chaussures qui finissent au fond du placard à prendre la poussière. Si tu veux éviter de répéter mes erreurs et éviter surtout de perdre de l'argent, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière erreur que je te partage que font la majorité des randonneurs débutants peut littéralement gâcher l'entièreté de ta sortie en à peine 2 heures. Bienvenue sur Nexttracker et aujourd'hui on parle de chaussures de randonnée. Et plus précisément on parle de toutes les erreurs que j'ai pu commettre et que tu fais aussi très probablement en choisissant tes chaussures de randonnée ou même en les utilisant. Cette vidéo c'est le retour d'expérience que j'aurais aimé trouver au moment où j'ai débuté la randonnée. Pas un comparatif sponsorisé ou une liste de produits à acheter. Juste la vérité sur ce qui m'a coûté de l'argent, du temps, du sang et des kilomètres de douleur. Tu tombes sur une paire de chaussures de randonnée sur un site en ligne qui sont en promotion. Les avis sont excellents. La note est de 4,8 étoiles sur 5. Les photos sont magnifiques. Et le prix, en plus, il est dans ton budget. Et là, hop, tu commandes. Le colis arrive, tu enfiles les chaussures. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche. Soit elle serre un petit peu trop sur le côté, ou encore la semelle te donne l'impression de marcher sur du béton. Ou pire, le talon n'est pas bien maintenu et ton pied glisse à l'intérieur. Et là, tu te dis, ça va se faire avec le rodage dans le temps. Tu décides donc de partir en randonnée avec, et au bout de seulement 3 heures, tu te retrouves avec une ampoule sous le pied, avec une petite ampoule sur le petit orteil, sur le côté de ton pied. Bref, tu commences vraiment à maudire tes chaussures. Le problème vient pas de la chaussure. Le problème est que quand tu achètes une chaussure en ligne, tu achètes une forme, mais pas ta forme. Je m'explique. Chaque marque a ce qu'on appelle une laste, qui est un gabarit interne autour duquel la chaussure est construite. Salomon, Merrell ou encore La Sportiva ont toutes des lastes différentes. Plus étroites, plus larges, plus hautes, etc. Et tu ne peux pas savoir si ta morphologie de pied correspond si tu ne l'as pas essayé physiquement. Je vais te donner une petite règle à appliquer lorsque tu choisis une chaussure de randonnée. Les chaussures de randonnée, on les essaie en magasin. Toujours. Et on les essaie avec des chaussettes que l'on va porter en rando. Pas des chaussettes toutes fines que l'on va porter dans des chaussures de ville ou encore des grosses chaussettes que l'on va porter dans des chaussures de sécurité. On les teste donc avec des chaussettes dédiées à la randonnée. On marche dans l'allée du magasin et si possible, on les teste dans les montées et les descentes. Souvent, il y a ça dans les différents magasins où vous allez, comme Decathlon par exemple. Et c'est après ces tests-là qu'on va décider si on les prend ou non. Et si tu veux le prix d'internet, eh bien après les avoir testés en magasin, tu rentres chez toi, tu ouvres ton navigateur préféré, tu viens taper la référence et tu compares les prix si c'est plus avantageux sur internet ou non. Mais au moins, avant de commander, tu sais si ton pied il est fait pour cette chaussure ou non. Alors, bien sûr, il existe une petite exception. Lorsque tu sais quel type de chaussure s'adapte parfaitement à ton pied, tu peux commander des chaussures sur internet sans même passer par l'étape magasin. C'est ce que j'avais fait pour l'achat de mes Salomon Speedcross 5. Celles-ci, ce sont les 4. Désolé, j'ai pas retrouvé les 5, je sais même pas ce que j'en ai fait. Je les ai peut-être mises à la poubelle parce qu'elles étaient trop rongées. Mais celles-ci, elles m'ont accompagné dans ma marche de Paris jusqu'à Athènes à pied. Donc je les ai bien testées et approuvées qu'elles sont bien pour mon pied, que ça ne me génère pas de douleur, etc., etc. Et finalement, prendre les 5, la seule petite différence vraiment majeure qu'il y a entre les 4 et les 5, c'est surtout la taille des crampons. Donc en fait, par rapport à la forme de la chaussure, elles sont adaptées à mon pied. Donc j'ai pas eu le besoin de tester les 5 en magasin pour être sûr de savoir si elles seraient adaptées à mon pied ou pas. Il y a également quelques petites différences entre la Speedcross 4 et la 5. Par exemple, comme le poids, les 5 sont un tout petit peu plus légères, etc. Mais ça vient pas changer la forme, justement, de la chaussure pour mon pied, donc elles étaient très bien adaptées. C'est donc finalement avec cette petite exception, on peut esquiver un petit peu la règle de tester les chaussures en magasin quand on connaît vraiment le produit et qu'on prend finalement la même forme. Cette erreur est étroitement liée à la première, mais elle mérite quand même d'être traitée séparément parce que les conséquences sont différentes. La mauvaise pointure, ça peut aller dans les deux sens. Trop petite ou trop grande. Et les deux sont clairement mauvais, mais pour des raisons différentes. Trop petite, tes orteils tapent dans le fond de la chaussure en descente. Résultat, les fameux orteils avec ongles noirs. Tes ongles vont subir de micro-traumatismes à chaque descente. Et au bout de quelques heures ou quelques jours, ton ongle commence à prendre une couleur un petit peu violacée, puis ensuite va tourner vers le noir et tomber à un moment donné. J'en ai perdu un comme ça lors de mon Tour de France à pied. En soi, ce n'est pas grave médicalement, mais c'est quand même assez douloureux, gênant et surtout complètement évitable.
tiens quand même à le préciser, ce fameux ongle noir peut arriver même si tu prends à la bonne pointure. Je m'explique. En gros, ce qui m'est arrivé lors de mon Tour de France à pied, c'est que j'avais mal positionné mon pied dans la chaussure au petit matin, j'avais mal serré ma chaussure également, il est venu glisser à l'intérieur, et donc dans les descentes, il est venu heurter la pointe, alors que si j'avais bien bloqué mon talon sur le talon de la chaussure, et que j'avais bien serré au petit matin, ce serait jamais arrivé. Et en ce qui concerne les trop grandes, ton pied glisse à l'intérieur. Le talon se soulève à chaque pas. Et ce frottement répété va créer des ampoules précisément là où la chaussure n'est pas censée bouger. Pour les chaussures de randonnée comme pour les chaussures de running, il va falloir que tu prennes une demi-pointure à une pointure au-dessus de ta pointure habituelle, que ce soit pour tes chaussures de ville, etc. Et pourquoi faire ça? Eh bien parce que en marchant, ton pied au bout de quelques heures de marche va commencer à gonfler. Et en fonction des conditions, eh bien il peut prendre jusqu'à 10% de son volume habituel. Si tu prends ta pointure exacte au magasin au petit matin, au bout de 4 heures de marche, tes chaussures vont commencer un petit peu à te serrer. Alors là, on rentre dans quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Et c'est pourtant ce qui a causé la majorité de mes problèmes avec mes 2 premières paires de chaussures de randonnée. Il ne suffit pas d'avoir la bonne pointure. Il faut également que la forme de la chaussure soit adaptée à la morphologie de ton pied. Et les pieds, ils ne sont pas tous égaux, ils ne sont pas tous pareils. Tu as peut-être un pied dit égyptien, qu'en gros ton gros orteil est plus grand que tous les autres. Ou un pied grec où le deuxième orteil dépasse le premier. Ou encore un pied carré où les 3 premiers orteils ont à peu près la même taille. Ces formes ne s'adaptent pas de la même manière dans une chaussure standard. Tu peux aussi avoir un pied large, ce qu'on appelle un pied en E, qui a du mal à rentrer dans des chaussures coupées étroites. Comme ce type de chaussure par exemple, et étant donné que j'ai un pied dit en E, eh bien c'est pas du tout adapté à mon pied. Ou une voûte plantaire très prononcée, ou au contraire un pied plat avec un besoin spécifique. Pour corriger cette erreur, la solution elle est très simple. Tu vas dans un magasin spécialisé et tu demandes une analyse de ta foulée mais également de la morphologie de ton pied. Beaucoup d'enseignes comme Decathlon, Intersport ou des magasins spécialisés proposent ce type de service gratuitement. En seulement 10 minutes, tu en sais plus sur la morphologie de tes pieds que tu n'en savais en 30 ans. Voilà celle qui va peut-être te surprendre, parce que le Gore-Tex et plus généralement les membranes imperméables sont souvent vendus comme le nec plus ultra des chaussures de randonnée. Le truc que tout le monde devrait avoir sur ses chaussures. Eh bien laisse-moi t'expliquer ce qui m'est arrivé. Comme dit précédemment, ces chaussures ne sont pas adaptées à la morphologie de mon pied. Mais ce n'est pas l'unique problème. Elles sont également équipées d'une membrane imperméable. Mais elles ne sont pas adaptées aux personnes comme moi. C'est-à-dire que je suis le type de personne qui va avoir une forte régulation de chaleur corporelle, donc qui va énormément transpirer. Porter ce type de chaussures, que ce soit au printemps, en été ou même en automne, et parfois aussi en hiver, je vais quand même transpirer. Et même beaucoup par moment. Ce qui veut dire qu'en plein été, avec ce type de chaussures qui fait 28-30 degrés, c'est vraiment pas idéal parce que les pieds vont énormément transpirer, je vais être pas bien à l'intérieur, je vais me créer des ampoules, etc., etc. Ce qui fait que cette paire de chaussures, je l'ai portée sur 3 randonnées parce que la forme ne correspond pas à mon pied et va venir me blesser le pied, mais également le fait que la membrane va extrêmement me faire transpirer et au bout de 15 minutes, je suis déjà en sueur à l'intérieur. Pareil, ça va venir blesser mon pied aussi. Je vais revenir un petit peu sur le Gore-Tex. Le Gore-Tex imperméabilise la chaussure. Ça veut dire que l'eau ne rentre pas. Mais ça veut aussi dire que la vapeur qu'il y a à l'intérieur de la chaussure qui provient de la transpiration ne s'évacue pas. Et quand il fait 25 degrés et que tu marches pendant 7 heures, c'est sûr que tu vas transpirer. Cette humidité va donc rester coincée à l'intérieur. Résultat, tu vas avoir des pieds trempés, de la macération, te créer des ampoules, etc. Le Gore-Tex est donc fait pour des conditions très spécifiques et précises. Randonnée automnale ou printanière avec risque de pluie, traverser des zones humides ou parfois dans des sentiers plutôt boueux. En été sec et chaud, le Gore-Tex, il est à bannir. Il te faut une chaussure qui est respirante et confortable. Comme dit précédemment, après seulement 3 sorties, je n'ai plus jamais utilisé cette chaussure. J'en ai donc tiré une leçon, c'est que la membrane imperméable n'est pas une option obligatoire. C'est un outil pour des conditions spécifiques et pour certaines personnes. Elle ne convient pas à tout le monde.
Prends une chaussure haute, tu auras un meilleur maintien de cheville. J'ai entendu ça dans des dizaines de vidéos YouTube, alors que pourtant la vérité est beaucoup plus nuancée. Une chaussure haute protège la cheville des chocs latéraux, branches, pierres, rochers, etc. Elle la garde également bien positionnée sur des chemins plutôt accidentés et techniques. Mais elle ne prévient pas les entorses. Une entorse, ça arrive quand tu positionnes mal ton pied sur un terrain instable. Même stable aussi, ça arrive parfois, mais c'est quand même un peu plus rare. La tige haute va absorber une partie du mouvement, mais si le choc il est trop fort, l'entorse va quand même se créer. En revanche, une chaussure haute a des inconvénients majeurs. Elle est plus lourde, elle est plus chaude, elle limite la mobilité de ta cheville sur un terrain régulier, et elle peut créer des frottements à différents endroits sur ton pied si elle est mal ajustée. Pour de la randonnée sur un sentier balisé avec un terrain plutôt modéré où ça va, c'est pas très technique, une chaussure basse ou mid suffit largement. Ce type de chaussures, par exemple, qui sont des chaussures basses, suffit largement pour la majorité des terrains. Elle est plus légère, elle est plus agréable et surtout elle laisse ton pied travailler naturellement. La chaussure haute est pertinente dans certains cas. Sur des terrains très techniques avec un bon maintien de cheville, du hors-sentier, ou encore du portage avec un sac lourd dans des zones un petit peu techniques. Mais absolument pas pour une balade en forêt. Le pare-pierre, c'est ce renfort rigide que l'on vient retrouver au bout de certaines chaussures. Il est positionné à l'avant, il est rigide ou semi-rigide comme celui-ci qui vient entourer les orteils. Et son rôle va être donc de protéger ton pied si il vient heurter une racine, un caillou ou tout autre objet qui vient se trouver sur le sol. Et ça, c'est vraiment utile quand c'est bien fait et quand c'est adapté à ton pied. Le problème, c'est que bien souvent, on achète une paire de chaussures avec un pare-pierre que l'on pense vraiment efficace, alors que pas du tout. Il vient se plier trop facilement à la main, celui-ci, ça va encore. Le renfort, il est si souple que finalement, il n'a pas une réelle protection. Et donc, en gros, c'est une mention marketing avec une protection quasiment inexistante. Et donc, payer une paire de chaussures avec quelques dizaines d'euros supplémentaires pour zéro protection en réalité. Et comment tester si un pare-pierre il est efficace ou non? C'est que quand tu es en magasin, tu vas venir appuyer finalement avec ton pouce. Là, j'appuie quand même assez fort et ça vient emmener tout le pare-pierre dans la chaussure. Donc celui-ci il est quand même costaud. Je vais prendre cette chaussure en contre-exemple. Ce n'est pas une chaussure vendue avec la mention pare-pierre, mais c'est simplement pour l'exemple. Tu es en magasin, il y a une paire de chaussures qui te plaît, il y a cette mention qui est inscrite, tu vas prendre la chaussure et tu vas venir appuyer au bout. Si ton doigt s'enfonce comme ça le fait ici actuellement, le pare-pierre il n'est pas du tout adapté à ton besoin. Lorsque tu vas venir appuyer, donc là je reprends celle avec la mention pare-pierre, quand tu vas venir appuyer, tu ne peux pas enfoncer ton pouce. C'est vraiment tout le bloc qui vient venir à l'intérieur et surtout qui reprend sa place rigide une fois que tu relâches la pression. Un peu plus tôt, je t'ai dit que le pare-pierre n'est pas fait pour tout le monde. Et par exemple, il n'est pas fait pour moi. Je m'explique. En gros, dans une marche de longue distance, qui était ma toute première marche, j'avais fait 650 km avec cette paire de chaussures. Le problème du pare-pierre, effectivement, quand je heurtais une racine, quand je heurtais un caillou, il me protégeait. Sauf que, à un moment donné, ou sur une si longue marche, il y a plusieurs fois où mon pied n'était pas forcément bien positionné à l'intérieur de la chaussure. Et quand ça venait heurter, ça me mettait un gros choc sur mes orteils. Ça ne les protégeait pas à 100%, au contraire, ça venait même les blesser. Ça m'a fendu l'ongle de l'un de mes orteils. Finalement, le pare-pierre n'est juste pas fait pour moi. Il existe autant de façons de randonner et de paires de chaussures qu'il y a de randonneurs, donc ça convient à énormément de personnes, mais pas à des gars comme moi. Mais si toi tu en veux un bon pare-pierre, c'est rigide en protection, mais ça ne doit surtout pas te gêner lorsque tu marches. Parce que oui, il y a également une autre caractéristique qui fait que le pare-pierre n'est pas du tout adapté à mon pied et à ma façon de randonner, ça va être au niveau de la cassure. Que ce soit en grimpant ou même en étant accroupi sur la zone de bivouac, la cassure venait me gêner au niveau des orteils. Donc elle est juste pas adaptée à mon pied, mais peut-être au tien. Donc le pare-pierre peut être une excellente option si tu le désires. Et on arrive à la dernière erreur, celle que font même les randonneurs qui ont bien choisi leurs chaussures de randonnée. Tu as trouvé la paire parfaite, tu l'as bien essayée en magasin, la pointure est bonne, la morphologie correspond parfaitement et tu es convaincu de ton choix. Tu rentres chez toi, tu poses les chaussures dans le couloir et le week-end qui suit, tu pars directement faire 25 km en montagne. Et là, erreur fatale. Une chaussure neuve, quelle que soit sa qualité, elle n'est pas encore adaptée à ton pied. Le cuir ou le tissu n'a pas encore épousé ta forme.
Les zones de friction n'ont pas encore trouvé leur équilibre. Et les coutures internes n'ont pas encore été amorties par tes premiers pas. Le rodage, c'est non négligeable et ça se fait progressivement. Les 2 premières semaines, tu portes tes chaussures pour des sorties courtes, 1 à 2 heures maximum. En ville, sur terrain plat ou sur de courtes balades. Tu laisses finalement les matériaux de la chaussure s'assouplir autour de ton pied. Et les 2 semaines suivantes, tu peux commencer à monter en distance et en dénivelé. Des sorties de 3 à 4 heures sur des terrains variés. Tu surveilles les zones de friction et tu vas venir ajuster le laçage si nécessaire. Après 1 mois de rodage progressif, ta chaussure est prête pour plusieurs jours de marche. Ça, c'est si tu veux prendre soin de tes pieds au maximum et surtout que tu ne veux pas souffrir pendant ta marche ou même devoir abandonner beaucoup plus tôt que prévu. Lors de ma marche de Paris jusqu'à Athènes à pied, je n'avais pas rodé mes chaussures avant de partir. Aucun problème, aucune ampoule ou de blessure lors de mes premiers jours de marche. Ce sont les conditions météo, donc trop de pluie pour mon cas, qui m'ont créé mes premières blessures aux pieds et non pas les chaussures elles-mêmes. Alors attention, je ne t'encourage surtout pas à faire la même chose. L'année qui a suivi, pour mon Tour de France à pied, j'ai bien rodé mes chaussures avant de partir, sur 70 à 80 km, pour pouvoir réaliser ensuite des semaines et des semaines de marche, donc j'avais fait plus de 2000 km à pied. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Ta paire de chaussures de randonnée, c'est l'investissement le plus important de tout ton équipement, même avant le sac de randonnée. C'est le seul contact permanent entre toi et le sol. Et n'oublions surtout pas que tes pieds, c'est ton moteur. Tu dois en prendre soin. Ça mérite donc du temps, de la réflexion et un essayage en magasin si possible. Et justement, dans une prochaine vidéo, je vais aller encore plus loin. Je vais t'expliquer étape par étape comment tu vas pouvoir choisir toi aussi tes chaussures de randonnée adaptées à ton besoin réel. Type de terrain, durée de la sortie, morphologie pied, ton budget, etc. Finalement, un guide complet pour ne plus jamais se tromper. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer les futures vidéos. Je te dis à très vite sur les sentiers, prends soin de toi, ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit.